venez de créer votre entreprise, vous commencez à facturer, il est temps de se rémunérer. Comment on se rémunère en tant que dirigeant? On va en parler dans ce nouvel épisode de Pause Compta. Et comme à chaque fois, pour m'entourer, deux experts, la Dream Team, Damaris, Jordan qu'on retrouve. Ça va Jordan? Très bien, toujours et toi? Super bien, c'est un plaisir de te retrouver. Le sniper de l'émission qui n'a toujours pas snipé, mais il va finir par se réveiller. Mais je me suis fait sniper dans le dernier épisode. Hein. On a toute une saison pour découvrir son talent de sniper et puis son premier passage dans cette émission. On a Rémi qui est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Expert fiscaliste. On va avoir besoin de toi dans cet épisode parce que visiblement, pour optimiser sa rémunération, il va falloir jouer un peu avec la fiscalité aussi. Bon, le rituel, c'est de commencer par la question qu'on vous pose le plus souvent quand on parle justement de la rémunération de dirigeants. Jordan, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Quel est le salaire minimum pour ne pas payer d'impôts? Ah ouais. Bah c'est une vraie question. C'est une question nationale. Et on va se demander aussi si c'est judicieux de se la poser et de se la poser comme ça, cette question. Rémi, toi, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Comment optimaliser son salaire? Comment on peut le composer, quoi? C'est vrai, le fameux package salarial pour essayer évidemment d'avoir le net le plus haut possible et de payer le moins de taxes possible. C'est ça le défi qu'on met sur la table aujourd'hui. Ce sont les questions que je vais vous poser. J'espère que vous allez apporter des réponses. À ceux qui nous regardent, vous réagissez en commentaire de cette vidéo, vous posez toutes les questions. Même si vous venez 2 mois après, l'équipe de Morgane qui a préparé cette émission magnifiquement bien répondra à toutes vos questions. Donc venez, les experts aussi iront jeter un œil de temps en temps. Bon, les amis, c'est Allô Amaris, c'est la séquence de cette émission puisque, je le rappelle, comme à chaque fois, quand on a une question à se poser, on appelle Amaris et on dit Allô Amaris. Et ça répond. et ça répond. Bon, c'est un bon point de départ quand ça répond. Tout à fait. J'ai envie qu'on aille directement 2 secondes dans le vif du sujet. J'ai envie de challenger avec vous un peu le salaire moyen, allez, minimum qu'on peut espérer au démarrage d'une société, qu'on devrait se payer. Du point de vue du fiscaliste alors ou du commun des mortels? Comme tu veux, balance-moi une réponse. Du fiscaliste, je dirais le moins possible, puisqu'on est tellement taxé sur son salaire qu'au moins on prend, mieux c'est, puisqu'on met de côté et puis c'est pour la suite via la société, donc on est gagnant, quoi. On en parlera. Hein, mais... Et moi j'ai envie de dire que généralement on le prévoit dans le plan financier. On en a parlé dans une vidéo précédente justement, souvent c'est déjà intégré. C'est déjà intégré, mais dans le plan financier, souvent, il y a la ligne rémunération. Ouais. On doit mettre un montant qui est généralement brut ou net, qui est brut dans le plan financier. Mais comment est-ce qu'on doit réfléchir en tant qu'entrepreneur? Moi, je viens de me lancer, il y a mon comptable qui me dit « Ok, tu veux quel salaire ?» Souvent, il demande brut. Alors souvent, le brut, on ne sait jamais vraiment l'exprimer. Le net, on sait. On sait qu'on veut 2005 dans notre poche. Comment on doit réfléchir? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Alors, on sait au moins ce que tu gagnes. Oui. Non, tu viens de le dire à tout le monde. Hein. Ouais. Je gagne un peu plus quand même, tu sais. Je gagne un peu plus. En fait, si la question, en fait, c'est on retourne la question en disant à la personne, en fait, l'idée, c'est de voir ce que vous avez besoin au quotidien, sans mettre de côté. Vivre au quotidien simplement en visant une année, les vacances, les habits, les petites sorties, mais être économe vis-à-vis de soi-même. Sachant que tout ce qu'on peut de côté dans la société, qu'on touche pas en salaire, on économise dessus, quoi. Mais donc finalement, au moment où on fait le plan financier avec le comptable, on peut aussi faire une sorte de plan financier pour le privé, dire voilà, moi j'ai besoin de ça, abonnement Netflix, salaire, abonnement salle de sport, remboursement du crédit de la maison, voilà minimum net. Je fais mon plan financier privé et je dis à mon comptable voilà, moi j'ai besoin de ça. Et c'est le comptable derrière qui va essayer de faire ce fameux package salarial. On met ça 2 secondes de côté, parlons 2 secondes du statut, parce qu'il y a des choses qui vont justement être liées à ça, le fameux statut. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une amie qui disait moi je suis quoi? Je suis indépendante, je suis employée. Mais oui, je suis employée parce que je reçois une fiche de paye tous les mois de mon comptable, donc je suis employée de ma société. Et je dis mais non, t'es pas employé. Clarifie un peu la situation, je suis un peu perdu, Rémi. En fait, le dirigeant, il a un statut un peu mixé, entre guillemets. Et officiellement, il est indépendant. Et dans les faits, en fait, il n'a pas de facture à faire, il n'a rien à faire, il est rémunéré par sa société. Donc, on est en Belgique, zone grise. En fait, il a un statut indépendant, mais on le considère un peu comme un salarié en quelque sorte, pour faire simple. Il reçoit une fiche de paye, les lois sociales peuvent ou pas être payées par la société. Il n'a pas de TVA, il n'a rien du tout sur son salaire. Donc, Mais attends, parce que statut d'indépendant égale numéro de TVA. Pourtant, en théorie. Mon amie, elle n'a pas de numéro de TVA, alors pourquoi elle est indépendante ?
En quoi elle est indépendante? Parce qu'elle exerce, ou elle ou il exerce à travers la société. Donc c'est la société qui va facturer dorénavant au client. Okay, c'est pour ça qu'on n'active pas le numéro TVA. Ok, donc c'est un statut un peu particulier qui est réservé uniquement aux dirigeants d'entreprise, mais donc elle est indépendante. En fait, il est un peu hybride, c'est-à-dire que socialement parlant, eh bien, on est sous le statut de l'indépendant, mais comme le dirigeant ne va pas facturer des clients externes, en fait, il n'a pas besoin d'avoir un numéro d'entreprise ni un numéro de TVA. Son seul client, c'est sa société. Et par contre, d'un point de vue fonctionnement, effectivement, ça ressemble au fonctionnement d'un salarié. La seule nuance, c'est que les cotisations sociales ne sont pas reprises sur le billet de paie du dirigeant. Mais justement, on va revenir un peu sur ces différences, inconvénients, avantages. C'est vrai que soit on rentre sur le marché du travail et très vite on est indépendant et donc on s'informe, mais parfois on était conditionné aussi pendant des années à être un employé. Donc on n'a pas ce réflexe de se dire je dois payer des cotisations sociales, je dois payer ça, ça et ça. Quelles sont finalement les grandes différences entre le statut d'employé finalement et d'indépendant? Qui veut se lancer? Rémi? En fait, la grande différence, c'est qu'il aura la casquette de dirigeant et la casquette de gérer sa société. Donc, il pense pour lui, puis il pense pour la société. Donc, en fait, il sera son propre employeur à travers l'étiquette de sa société. Donc, il devra penser, effectivement, on sera là pour l'aider, évidemment, de se dire, OK, je dois cotiser de la sociale puisque je suis l'employeur de moi-même. Donc, évidemment, il faut que je paye de l'ONSS en quelque sorte. Mais ça, on va le faire à travers la société, généralement, pour simplifier sa vie. Et on en revient un peu à la fiche de paye. C'est surtout, psychologiquement, je reçois une fiche de paye, je reçois un salaire sur mon compte. C'est du vrai net. Tout est calculé à l'avance, tout est payé en amont, si tu veux, pour éviter des soucis, quoi. Ok, mais comme je dois tout gérer, je dois gérer quoi? C'est-à-dire que finalement, c'est quand on parle de brut et de net, là où la différence était payée par l'employeur, c'est moi qui vais devoir payer cette différence. Cette différence, c'est quoi concrètement? Du précompte. C'est le précompte professionnel. Et de la sociale. Et les lois sociales au lieu des cotisations ONSS patronales et des cotisations ONSS personnelles du salarié. Ok, donc pour essayer d'être concret et que les gens comprennent bien, moi je vais me verser un salaire, pour essayer de faire des calculs simples, de 2 000 € net. Je dois me dire que en fait, je ne dois pas juste avoir 2 000 € sur le compte de ma société, je dois avoir 2 000 € plus du précompte. C'est ça. Le précompte, il est calculé comment? Suivant des barèmes. Ok. En fonction voilà, de l'importance du revenu, justement. C'est-à-dire qu'il faut le rebruter. En partant du net, on rebrute simplement. Et de ce fait-là, on sait également optimiser les cotisations sociales pour les payer au plus juste. Ok, donc il y a le précompte et puis il y a les fameuses cotisations sociales qui se calculent aussi sur base... Un pourcentage aussi en fonction du revenu. Mais tu vois, ce qui est bien, par exemple, dans le statut dirigeant, si on compare à un salarié classique, c'est ça l'optimisation aussi qu'on rencontre, c'est que le social dirigeant, c'est plus ou moins 22%. Un salarié, on n'est pas loin de 40%. 13,07 de retenue, puis l'employeur, enfin soit, c'est beaucoup plus cher en fait. Et de rien que... Pour ça, il y en a beaucoup qui quittent souvent leur emploi quand ils ont un certain niveau de revenus et ils négocient avec l'employeur en fait pour se lancer en tant qu'indépendant freelance et facturer via leur société. Ok, donc pour bien comprendre la logique, le défi c'est quoi? C'est de payer le moins de précompte, de payer le moins de cotisations sociales. Et donc pour ça, il faut que le salaire net de base qu'on déclare il soit le plus bas possible. On va en parler sans doute un peu plus tard, mais le grand défi également, c'est les éléments qui ne vont pas se payer aux dirigeants. C'est-à-dire ce qu'on appelle les avantages en nature, les éléments qui sont payés par la société à la place du dirigeant. Tout le monde connaît la voiture de société, le GSM d'entreprise, et j'en passe. D'où l'importance de faire aussi ce fameux plan financier privé, c'est de pouvoir dire voilà, abonnement Internet, voiture, etc. Et c'est là que quand on fera le package salarial, on va pouvoir optimiser cette rémunération. Alors, dans ce fameux package salarial, on a parlé de l'abonnement Internet, on a parlé de la voiture. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes qu'on pourrait mettre et faire payer par la société? On a déjà les cotisations sociales. Ça, on en a déjà Oui, mais parlé. ça, que ce soit la société qui les paye ou que ce soit en privé... C'est psychologique. Il existe en fait le meilleur salaire net, c'est celui que tu ne dois pas payer. Tout simplement. Et donc, c'est toute la matière des avantages en nature. Et ça peut prendre justement des natures, des formes, mais complètement diverses. Certains sont évalués en fait de manière forfaitaire. Donc là, tu n'as pas le choix. Finalement, c'est la loi qui dit, eh bien, si la société t'octroie tel avantage, le téléphone par exemple, la voiture, ça se calcule de cette manière. Okay. Et on ne sait pas y déroger. Tout simplement. Il y a un bel exemple, pour le citer, des antennes forfaitaires, c'est l'Internet. À la maison. C'est peut-être pas des gros postes, mais par exemple, on a une circulaire administrative qui nous a donné ce petit cadeau, disons-le. Ouais, c'est que si on a une seconde résidence à la mer, peu importe, en Belgique, eh bien,
On va quand même le dire, hein, ça on peut se permettre, on dira pas tout, mais en fait, on peut mettre les 2 abonnements sur la société, on aura un avantage de nature qui bouge pas sur la fiche de paye et qui est très symboliquement avec le pack smartphone à 12 € par mois, rien du tout. Ok, parfait. Faites-moi rêver 2 secondes. Partagez-moi d'autres trucs. Genre, là, je rigolais avec l'abonnement Netflix. Je rigolais. Mais est-ce qu'il y a des abonnements comme ça? Moi, j'ai vu un jour un gars, un article passé sur le fait qu'on pouvait mettre genre son abonnement Spotify ou YouTube Musique. On pouvait aussi le faire payer par la société parce que quand tu travailles, tu peux mettre une petite musique au bureau. On peut faire ça ou pas? Ça répond en tout cas à la condition justement de déductibilité, c'est un drôle de mot, des frais, puisque effectivement, quel est le lien avec l'activité professionnelle? Ton abonnement Spotify est utilisé dans les bureaux. Bon, évidemment, tu peux éventuellement avoir plusieurs utilisateurs sur le compte. Est-ce que le contrôleur va aller gratter jusqu'à voir que l'abonnement Spotify est partagé? Voilà, c'est ce genre de limite quelque part où on est quelque part dans une zone grise. En gros, la logique à avoir, c'est de se dire, pour être totalement honnête, c'est de te dire, ok, en quoi ça m'aide dans mon travail au quotidien. Ouais. Mais alors, je vous challenge 2 secondes encore sur d'autres choses. L'abonnement salle de sport. Moi, je suis animateur, je vais être beau gosse, on voit que je me suis un peu laissé aller, donc je prends un abonnement salle de sport. Et je peux pas le déduire, ça, je pense. Hein. Non. Pourtant, c'est important pour moi d'avoir un physique attractif. Les experts comptables ont le même problème avec les costumes. Ouais. Notamment, sauf chez Amaris, il est de bonne loi de porter un costume, les notaires, les avocats. Et pourtant, Rémi est très bien habillé aujourd'hui. Les costumes ne sont pas déductibles. Ok. Tu vois, on ne peut déduire en société que les vêtements dits spécifiques. Donc, la blouse de l'infirmier, les chaussures de sécurité, ce genre de choses. Alors vraiment, je réitère encore une dernière fois ma question. Et là, on fait du ping-pong. Balancez-moi 2-3 trucs. Vous avez l'expérience. Quelles sont les petites choses que vous avez déjà vu passer et qu'on peut déduire et qui permettent de se dire, ok, ça, normalement, je le paye en privé. Grâce au fait que maintenant, en écoutant cette émission, je sais que je peux payer sans société, me payer 1 500 € net, en fait, ça passe. Alors que de base, je me disais que je devais me payer 2 500. Est-ce que le loyer, par exemple, typiquement, le loyer, oui, c'est un élément d'optimisation assez important, effectivement. Et si c'est pas le loyer, c'est l'indemnité télétravail pour ceux qui ont justement au moins une partie de leur activité à leur maison. L'indemnité télétravail, tous les salariés de Belgique ont connu ça avec le Covid. Alors, en être honnête, les dirigeants peuvent pas encore. On attend une belle circulaire là-dessus, ce serait génial. Par contre, si les propriétaires, effectivement, on optimisera en mettant évidemment un loyer en place, fonction des surfaces, de la maison. Clairement, on va essayer d'optimaliser. Est-ce qu'on peut pas prendre telle surface, tel mettrait? Alors, un cas concret que je viens de vivre, j'ai une amie qui loue un appartement qui est mis en location par une société. Et donc, elle a pu déduire, elle a pu faire payer 30% de son loyer par sa société parce que justement sur le bail, ce n'était pas une personne privée mais une société qui donc elle est taxée dessus. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais si je suis un particulier, que mon propriétaire est un particulier, là aujourd'hui c'est devenu très compliqué de faire payer une partie de son loyer. Il faut l'accord du propriétaire et en Belgique pour l'instant on est encore dans un système de taxation pour le propriétaire vachement différent si c'est à usage privé ou mi-location professionnelle. Très désavantageuse dans ce cas-là puisque la taxation d'un loyer privé n'existe pas entre deux personnes. Mais il y a la possibilité d'une sous-location. C'est un peu plus technique mais il y a moyen. Alors justement, pour rester dans le sujet, donc je commence à lister les petites choses de mon plan financier privé que je peux faire payer par la société. Le loyer, on a vu que c'était possible à certaines conditions. Alors, la sous-location, on m'a dit que c'est une pratique donc tu fais une sous-location à toi-même en fait, c'est ça? Et on m'a dit que ça marchait beaucoup dans le temps, mais qu'aujourd'hui, on ne le faisait plus parce que ça devenait très tendax. En fait, oui et non. Tout dépend juridiquement si le bail le permet. Si le bail dit je n'interdis pas la sous-location ou j'autorise la sous-location, il n'y a pas d'impact pour le propriétaire et le locataire en fait loue à sa société une partie qui correspond exactement à la partie professionnelle et qui en fait subtilement s'est demandé, imaginons c'est 30% de son logement, 30% d'un appart à 1 000 €, on va dire 300 et des poussières, il demande 300 à sa société, ça fera 0 de taxation chez lui parce qu'on peut annuler en fait la charge qu'il paie à son propriétaire contre le loyer qu'il touche. Donc le loyer, oui, à condition que dans le bail il est noté que la sous-location est autorisée, ce que peu de gens font avec la peur des histoires des et que la surface correspond, qu'il y a quand même un contenu derrière, clairement. Ok. Les bailleurs oublient rarement en fait d'indiquer que le bail notamment est privé.
dedans. Il y a eu des cas célèbres comme ça, notamment d'un bailleur qui louait une belle propriété luxueuse dans un quartier tout aussi luxueux, qui a eu des plaintes de ses anciens voisins, et en fait son bail était mal rédigé, il avait oublié d'indiquer que c'était privé, et quand il est venu voir ce qui se passait, c'était devenu une maison de passe. Ah ouais. Et le fisc ne l'a pas raté parce que du coup c'était une occupation professionnelle. Mais bon à savoir les amis qu'il y a moyen de le faire à certaines conditions, mais on vous conseille d'aller voir les experts pour approfondir Tout à fait. ce sujet-là. Alors là on vient d'énumérer toute une série d'avantages en nature d'ATN pour les expérimenter de la comptabilité. On a des petites abréviations comme ça, mais il y a plein de gens qui connaissent pas ça, donc il faut vulgariser les amis dans cette émission. Avantages toute nature. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on peut activer ou d'autres choses avec lesquelles on peut jouer pour justement augmenter son salaire? Rémi qui hoche la tête. Les chèques repas, par exemple. Ok. Entre autres, ou alors l'engagement individuel de pension. Donc les chèques repas. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de ça avec les employés. En tant que dirigeant également, je peux aussi m'octroyer des chèques repas. Tout à fait, idem. Ok, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est moi en tant que dirigeant qui contacte une société style Edenred, c'est ça? Ou une autre Moniz, oui, voilà. Moniz. Et donc là, je les contacte, je dis il y a une partie de ma rémunération qui doit être payée en chèque repas. Et voilà. En fonction du nombre de jours prestés, effectivement, sur le mois. Ça dépend. Chez nous, par exemple, on s'occupe de tout dans l'expérience client, donc on active tout ça pour le client, en fait. Okay. On paramètre sa fiche de paye, et comme ça, il ne doit pas s'en soucier. Tout se commande tout seul de manière automatique, domiciliation, mais bon, ça, c'est plus il reçoit au sa quotidien. Carte, voilà. Ok, donc les chèques repas, quoi d'autre? Éco-chèque, pour l'instant, ça existe toujours. Ouais. Ok. Ouais, chèque consommation. Oui, exactement. Donc c'est 250 € par an, par exemple, pour les éco-chèques, donc ça c'est vraiment sympa. Et alors après, il y a tout ce qu'on peut entendre, connaître de la pratique, c'est les restos, c'est les frais de réception. Il suffit simplement d'inviter son comptable, c'est ce qu'on disait. Le nouvel iPhone. Voilà, et tout ce qui est matériel informatique, les iPads, l'iPhone, et tant qu'on a la batterie, que ça ne se multiplie pas tout, mais qu'on prend chaque modèle différent, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai un bureau, par exemple, on va dire qu'une télé pourrait se justifier pour présenter, je sais pas moi, des projets à des clients, mais en fait la télé je la mets chez moi, c'est un truc qu'on peut, et je la fais payer par ma société. Là, tu viens de nous poser la question piège. Ce que j'apprécie, c'est votre conscience professionnelle. Sorry de vous mettre mal à l'aise, mais j'ai compris qu'on pouvait le faire, mais que c'était pas la pratique. Voilà, on essaie tout est une question de justification et de dosage. Okay. L'excès nuit en tout. Il y a deux choses sur lesquelles moi je joue aujourd'hui avec ma rémunération. Ce sont les droits d'auteur et c'est la rémunération via les dividendes et les avances sur dividendes. C'est aussi une manière de travailler son paquet salarial et sa rémunération. Parce que souvent, effectivement, on se dit, moi, je veux 2500 net, on pense salaire net, alors qu'il y a moyen de travailler ça. Les droits d'auteur, c'est un vrai sujet. Et on va en faire un épisode. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un truc encore intéressant? Beaucoup plus compliqué qu'avant, simplement parce que la loi a restreint en fait qui avait droit, tout simplement. Elle est revenue un peu à l'essence même finalement des vrais métiers qui étaient à risque en fait, dont le salaire est très incertain, et donc on les protège avec un régime très intéressant. Ouais, ils ont fortement encadré la matière en tout cas des droits d'auteur, et celui qui ose encore en jouir aujourd'hui, il a un point rouge en plein milieu du front. C'est-à-dire que l'administration sera là pour l'auteur, quoi. Pour vérifier. Il y a l'obligation d'avoir une attestation des métiers de l'art. Franchement, ils ont renforcé. Donc c'est presque devenu une voie sans issue au niveau de l'optimisation, ou alors il faut être dans les clous. Après le concept même, essayez de me l'expliquer. En gros, c'est quoi? Donc je me paye, donc il y a un salaire que je me paye, sur lequel il y a du précompte que je dois payer. Et puis derrière, en fait, je vais me faire une rémunération en droit d'auteur. Donc en gros, je vais dire, tous les mois, je me paye autant en droit d'auteur. Et ça veut dire que cette partie-là que je me paye, elle est juste moins taxée, c'est ça? Elle fait partie d'une fiscalité beaucoup plus avantageuse, effectivement. D'ailleurs, c'est même pas la même nature de revenus. Ok, et on parle quoi en termes de tu dis plus avantageux, c'est-à-dire que d'un côté c'est quoi 30% et de l'autre c'est 5%, c'est quoi la grande différence? Pourquoi tout le monde a sauté là-dessus? Rémi, t'as un peu quelques chiffres à donner ou pas? À l'époque, en moyenne, on était sur 7,5% de taxation. Ouais. Ok, donc c'est pour ça que aucune tout le monde... cotisation sociale. Okay. Ouais. Mais donc aujourd'hui c'est encore possible puisque moi je le fais et je pense que ma comptable elle était bien informée là-dessus, donc je pense que voilà, j'ai quelques amis qui le font encore. Juste allez vous informer et bientôt on sortira un épisode là-dessus. Ouais. Je regarde l'équipe derrière, un épisode sur les droits d'auteur, c'est pour bientôt. On hoche la tête, on verra. En tout cas il y aura peut-être un article où on mettra un lien vers quelque chose en commentaire de cette vidéo. Ok, très bien pour les droits d'auteur, j'ai compris. Maintenant les dividendes. Alors là il faut que vous m'expliquiez. Magnifique.
Les dividendes, et je vois les yeux qui brillent, qui s'ouvrent bien grand. Pourquoi les dividendes? Rémi aime bien expliquer. J'aime ce sujet. Non, parce qu'en fait, en réalité, le salaire, c'est ce qu'on n'a pas le choix. On doit prendre au quotidien pour vivre, payer son crédit, son logement. Et donc là, il faut l'avoir au quotidien. Tandis que le dividende, il faut un peu patienter. Mais dès qu'on patiente un peu, en fait, on est hyper gagnant là-dessus. Parce que c'est en fait le résultat du bénéfice de la société qui vous revient par la suite. Et qui est mais beaucoup moins taxé. À peu de choses près, il est taxé au taux inversé que les salaires. Les salaires, on est taxé très vite à 65%, loi sociale comprise, si on regarde tout. Le dividende, il est à peu de choses près taxé à 35%, en fait. Et je pense que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne saisissent pas, en fait, c'est la nuance entre une rémunération et un dividende. En fait, la rémunération, finalement, paie un travail, un mandat de gérer la société, alors que le dividende rémunère des actions. Donc pour avoir des dividendes, il faut être actionnaire quelque part de l'entreprise. Et cette nuance entre être actionnaire et administrateur, être gérant, enfin l'ancien gérant quelque part, eh bien beaucoup de gens ne la comprennent pas. Et moi je ne comprends pas grand-chose justement en fiscalité et en dividende. Donc je vais quand même creuser un peu parce que moi je suis indépendant, moi j'ai mes factures tous les mois à payer. Donc vous me dites paye-toi le salaire le plus bas entre guillemets, fais payer plein de choses par la société, attends un peu pour que tu puisses te rémunérer en dividendes. Les dividendes, c'est après impôt? Question qui paraît bête, ou c'est avant, c'est genre je fais mon année, je vois que j'ai 30 000 € de bénéfices, de ça je me dis tu sais quoi, je me paye autant en dividendes et puis après je suis imposé. En fait on voit la société, c'est la société qui réalise des bénéfices, c'est elle qui peut, après avoir payé son impôt, distribuer un dividende. Ok, donc c'est après impôt, il reste un montant et c'est là qu'on décide en assemblée générale, c'est ça, du montant que le dirigeant va se verser. Soi-même en général, mais attention, ce qui est super important, c'est que la société, en fait, rien que le régime, en personne physique, on est taxé très très vite à 50%, en société on est taxé à 20 ou 25%. Ok. Et donc effectivement, le dividende, c'est après l'impôt des sociétés. Ça, c'est important de le comprendre. Lui-même fera l'objet d'un nouveau précompte. Donc quelque part, c'est un peu comme s'il y avait une double imposition, beaucoup l'occulte, en tout cas ce point-là. Ça n'influe pas sur la base de la société, tout simplement. Alors, les dividendes, j'ai créé ma société. Je peux me les verser après combien de temps? Alors, la première année, il faut attendre le premier exercice idéalement. Mais en Belgique, actuellement, on a un taux d'impôt à prélever dans la société pour donner le dividende, qui est totalement non taxé ensuite dans le chef du bénéficiaire, l'actionnaire, qui est de 30% au début. La première année, la deuxième année, donc les deux premiers exercices. Le troisième exercice, on diminue, on passe à 20. Et le quatrième, on est à 15. Et pour tous les autres. Et normalement, pour tous les autres suivants, exactement. J'ai entendu ça, c'est qu'on ne peut se payer des dividendes qu'après 3 ans. Après les 3 premières années. Non, on peut le faire avant. Ça fait partie des croyances populaires. Ouais, aussi. Ouais. Beaucoup de croyances populaires. Dès le premier exercice, c'est l'émission ça aussi, à casser ça. Mais donc dès le premier exercice, mais on ne parle pas alors d'avance sur dividende dans ce cas-là? Non, c'est encore des notions tout à fait. C'est encore différent, c'est-à-dire que là, on n'a pas encore fait de distribution, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a rien du tout, mais il y a peut-être un besoin. Il y a des techniques qui permettent effectivement de faire un acompte sur dividende ou une avance au dividende, effectivement. Ouais. Ok, donc ça veut dire, imaginons je suis votre stratégie. C'est très complexe, mais c'est important. Vous mettez en commentaire aussi si vous avez des questions et si on vous ennuie un peu, vous pouvez le mettre aussi, on le saura pour la prochaine fois. Vous dites, paye-toi au début le salaire net le plus bas possible pour effectivement maximiser et derrière te payer en dividende puisque c'est moins taxé. Si après 6 mois, je me rends compte que mon calcul était mal pensé, je pourrais, mais que je vois que j'ai des contrats signés et que je vais faire du chiffre d'affaires, je pourrais dire à mon comptable, s'il te plaît, fais quelque chose pour me faire une petite avance en dividende. Ça, je pourrais le faire. C'est ça? La notion d'avance en dividende? Ça peut être envisagé, ouais. Ok. Et donc, ça permettrait de combler un besoin, de répondre à un besoin en cash incroyable. Souvent, on va également adapter peut-être aussi le package salarial en fonction. Et si jamais... Pour garder la logique, pardon. Ok. Et si jamais mes prévisions ne sont pas bonnes et que je me suis fait une avance sur dividende, il se passe quoi? Je dois rembourser alors? C'est le risque. Ok. T'as une dette en fait envers ta société. C'est le fameux compte courant dont beaucoup entendent parler, qui est rémunéré négativement pour le coup d'un intérêt légal très piquant. Ok. Bon, l'émission touche tout doucement à sa fin. Je pense qu'on a compris un peu les grands concepts généraux. On fera certainement des épisodes parfois sur des trucs bien précis de niche, comme les droits d'auteur, je l'ai dit. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur la voiture. Parce qu'on en a vite parlé. Et c'est vrai qu'on entend plein de choses autour des voitures électriques, etc. Sur la voiture, qu'est-ce qu'on peut dire?
c'est encore quelque chose. Ça reste toujours intéressant. Et au niveau politique, c'est vrai qu'on a entendu des trucs, des gens qui disaient oui, mais non, il faut arrêter les voitures de société. Est-ce que ça vaut aussi pour les indépendants? Est-ce que vous êtes un peu dans les petits papiers là de... Il y a des choses un peu effrayantes qui ont été dites sur la fameuse note de Wever tout récemment, notamment le fait que nos fameux avantages en nature forfaitaires qui rendent les voitures de société si avantageuses, surtout les électriques, puisque aujourd'hui il n'y a plus réellement d'autres choix, eh bien, seraient tous évalués à leur valeur réelle, c'est-à-dire au coût réel pour la société. Ça fait un peu peur. Et alors, c'est étonnant de ce côté-là, en tout cas, de la politique. Ok, mais alors à mon échelle, petit indépendant sympathique, voilà, qui fait le tour des studios et qui fait plein de chouettes petites vidéos, j'ai besoin d'une voiture, comment je dois réfléchir? Est-ce que je vais directement chercher une belle cabriolet? Voilà, j'affectionne les cabriolets. Comment je dois réfléchir en fait pour le choix de ma voiture? En fait, il y a deux notions, fiscalement parlant, en tout cas, que ce soit pas que ce soit intéressant pour la société et pour le dirigeant. C'est en fait une question de taux de CO2. On est attentif au taux de CO2, donc alors si on va avoir une pure électrique, c'est génial. Une hybride, il y a encore moyen, même si on sait qu'au niveau fiscalité, voilà, on peut de moins en moins la déduire, mais ça reste encore possible. Et alors après, la valeur catalogue, donc le prix, entre guillemets, sur facture, si on l'achète neuve, en tout cas. Alors moi, ce que je donne réellement comme conseil à mes clients, en tout cas, c'est de faire un petit peu leur marché. Alors, je les limite. Je leur dis 3, 4 modèles maximum, d'envoyer les descriptifs, justement. Et alors, on fait une simulation entre le coût, finalement, de revient quelque part du véhicule, les avantages qu'il génère et son coût final après toutes les déductions, éventuellement la récupération de la TVA, ce genre de choses, parce qu'il y a des véhicules qui ne se ressemblent pas finalement. Il y en a qui veut un très gros SUV, puis il va comparer également avec une Golf, quelque part. On fait dans tout ce panier finalement la comparaison et après libre choix au client. Est-ce que les contrôleurs sont regardants sur le type de voiture qu'on prend? Là, j'ai rigolé, j'ai dit je vais prendre une cabriolet. Imaginons, bon après, cabriolet taux de CO2, ça va être compliqué, mais même si maintenant on fait des électriques, mais je veux dire, j'ai rigolé avec ça, mais est-ce qu'il y a aussi une logique, comme pour les vêtements, comme pour autre chose, de se dire, ok, le véhicule que tu choisis doit avoir un lien. Si tu prends un gros SUV, je sais pas combien de places, alors qu'au final, t'habites tout, j'ai une connerie, t'habites tout seul, t'as pas d'enfant, pourquoi tu prends cette voiture? Est-ce qu'il pourrait chipoter là-dessus ou pas? Tu fais bien de poser la question, mais la loi prévoit en fait simplement de manière générale que si c'est déraisonnable, un truc est vraiment déraisonnable. Mais c'est subjectif, ça. C'est subjectif, c'est compliqué à prouver. Et franchement, pour l'instant, il faudrait vraiment, entre guillemets, viser une voiture de collection hors de prix, série limitée, qui vaudrait 500 000 € pour une activité qui rapporte 100 000 par an, par exemple. Là, c'est absurde, on s'en sort même pas, quoi. Et il y a pas mal de formules qui sont proposées, renting, leasing, peut-être même un crédit. Un crédit tout simple. Vous conseillez quoi? Le mieux, c'est d'analyser en fait, de lui demander de nouveau, comme disait Jordan à l'instant, c'est faire quelques comparatifs, quelques offres, parce que ça évolue tout le temps, et puis on les compare avec lui. Et on voit simplement quel est son intérêt derrière, quoi. Dans l'optimisation d'une rémunération de dirigeant, on est quasiment toujours sur du cas par cas. Ok, mais il n'y a pas des petites choses qu'on pourrait dire à ceux qui nous regardent, qui feraient que... ils iraient vers le leasing, le renting ou le crédit. Donc le renting, leasing en 2 secondes, et si on peut expliquer rapidement le concept. On n'est pas une émission sur les voitures, mais... On loue, on est locataire, la société locataire pendant X temps. Donc ça c'est le renting, on loue, et à la fin, on n'a pas la voiture, c'est ça? On rend les clés, mais on peut peut-être aussi lever une option. La société peut dire, je peux, avec moyennant X%. Le leasing c'est la même chose, alors c'est quoi la différence? La différence, c'est le pourcentage d'option d'achat. Okay. Si on est à plus de 15%, on sera plutôt considéré comme location, moins de 15%. Et sur la question de la rémunération, l'un ou l'autre, finalement, ça n'a pas trop d'impact. En fait. Souvent, c'est le psychologique de la personne. Et souvent, on en parle, c'est qu'un leasing, quelqu'un qui dit, moi j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir des coûts que je m'attendais pas dans mon plan financier, enfin j'ai envie d'être assuré. Le leasing pur, location, avec une option éventuellement à la sortie, c'est génial. Tout compris, parce que tout est compris dedans. Il sait que pour 850 € par mois, il n'a pas de souci. Il y a un problème technique, c'est couvert dedans. Changement de pneus, c'est couvert dedans. Et le crédit, le fait de faire un crédit voiture, c'est pas risqué sur après 1 an ou 2 ans de se dire ok, j'ai déjà un crédit, j'aurais peut-être besoin d'en faire un pour acheter du matériel, peut-être pour investir dans la société, et là je pourrais pas parce que j'ai déjà un crédit et je suis bloqué. Ça dépend, mais disons qu'à crédit, si vraiment à un moment ça pose problème, on revend la voiture, on rembourse le crédit. Donc en soi non, c'est comme un leasing. Limite le leasing est plus contraignant, il faut être honnête et le dire là-dessus, c'est qu'en fait c'est un contrat d'engagement sur une durée, et que si on veut le rompre, là par contre on paye une indemnité, même si on rend les clés de la voiture. Donc voilà, c'est un peu... Et il existe encore la location à long terme pure, et là par contre tu rends la voiture à la fin.
Ok, aujourd'hui on parle beaucoup des concepts de voitures partagées, on parle aussi beaucoup de la mobilité douce. Je suis en ville, je travaille en ville. Vélo électrique. Est-ce que il y a aussi ces avantages avec un vélo, avec un abonnement Poppy ou Miles, tout ça c'est des choses aussi qu'on peut. C'est bien d'en parler, c'est très bien, ouais, effectivement. Soit on l'achète dans la société, je le pense vélo. à la planète, Rémi. J'imagine que t'en fais tout le temps. Ouais, évidemment. Aujourd'hui. Non, mais en fait, le vélo d'entreprise, que l'entreprise l'achète, c'est génial, il n'y a pas d'avantage toute nature. On disait tout à l'heure, donc pas d'impact dans son salaire pour le dirigeant, a priori. Et s'il le prend en location parce qu'il trouve que c'est plus pratique en ville, voilà, de te dire j'en ai pas un, mais je le prends quand il faut, pareil, aucun souci, tant qu'on peut justifier en fait des déplacements professionnels, en tout cas en termes de locatif, quoi. Ouais. Cette question de la justification, elle est centrale, en fait. Parce qu'il y a le salaire quelque part qu'on se paie. Comme je l'ai dit, il y a le salaire qu'on ne se paie pas. Ce sont tous ces frais qu'on arrive finalement à faire glisser de la sphère privée vers la sphère professionnelle. Je me rappelle comme ça une anecdote d'un client qui avait envie d'acheter une télévision. Hein. Il avait été faire un tas de chèques cadeaux à 50 €. La télé coûtait peut-être 4 000 € par exemple, et était repassé après à la même caissière, scanner tous ces bons cadeaux, tu vois, pour sa télévision. Ouais. Bah voilà, les chèques cadeaux, théoriquement, c'est quelque chose qui est effectivement payable par la société. Après, allez, pour tout doucement terminer cette émission, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que si on a un comptable et qu'on le paye, le réflexe à avoir, c'est quand on veut faire un investissement, un achat, eh ben on lui envoie un petit mail. Je pense notamment aussi au voyage. Moi, j'ai failli faire une grosse erreur aussi, où je me suis dit, ben tiens, je vais aller dans tel pays, j'irai m'inspirer, chercher de l'inspiration pour l'un ou l'autre business. C'est bon, je vais pouvoir le déduire. Puis ma comptable a dit, la comptable m'a dit, est-ce qu'il y a un événement sur place que tu peux prouver? J'ai dit non, je vais chercher l'inspiration, quoi. Un peu, je vais voir. Elle m'a dit, ça va être compliqué s'il y a un contrôle. Donc là, de nouveau, on est d'accord que la logique doit toujours être le lien avec l'activité. Ouais, et il faut pouvoir idéalement le prouver avec des documents, avec des tickets pour une conférence, des contacts. Il n'y a jamais assez de preuves en fait. En fait, toutes les preuves, non, mais tout est ouvert, mais il faut avoir des preuves. Il faut des éléments qui connectent en fait la dépense à l'activité, tout simplement, quoi. Ok, bon alors on va terminer cette émission. On va essayer de résumer tout ce qu'on vient de dire. On a dit beaucoup de choses. Donc si vous aviez face à vous un dirigeant, enfin un futur dirigeant, ou même un dirigeant qui vient de créer sa boîte et qui vous dit ok, comment je dois réfléchir, comment je dois calculer la logique en 2-3 mots. Je crois que le plus simple, honnêtement, c'est ce qu'on fait souvent dans la pratique, c'est on va à l'essentiel. Combien vous avez besoin au quotidien et un pouvoir d'achat du quotidien. Et nous, on va l'optimaliser avec lui après. En termes de fiche de paie, on a dit tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, voiture, institut de chèque repas. Tout ça, en fait, on va lui donner une couleur la plus optimale au niveau fiscal et légal, tout à fait. Pour faire baisser la pression. Mais qu'il ait ce pouvoir d'achat tous les jours, mais qu'au final, entre le coût société et ce qu'il a en main, l'écart se réduise, quoi. Ok. Alors un exemple, on va tenter de faire un truc qui va être très compliqué. Je le sais, je vois déjà venir, ça dépend. J'ai besoin d'avoir des précisions. Imaginons, je suis un consultant, je suis un freelance, j'ai besoin de 2500 € net, qu'on va dire un salaire moyen, voilà, intéressant si on peut faire payer certaines choses par la société. J'ai besoin d'une voiture. En gros, combien il faudrait idéalement facturer par mois pour me dire je paye mon précompte, je paye mes cotisations sociales, je paye tout ce que je dois payer. Il faudrait facturer combien minimum pour se dire potentiellement je peux m'en sortir en Belgique en 2024? 6 000 €, 7 000 €? Au bas mot, 5 000 € TVA, minimum. Ouais. Tout dépend de la voiture, après évidemment. Donc 5 000 minimum, potentiellement, je peux payer tous les frais de la société et me rémunérer. Pour qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait une société qui soit là, il faut qu'elle fasse du bénéfice, sinon elle va coûter, il faut être honnête, on a un coût plus élevé, nous, en tant que comptable, quand on intervient dans une société. Donc il faut clairement un différentiel qui reste. Mais s'il facture 5 000 pour couvrir son salaire et qu'il peut facturer jusqu'à 8 par exemple pour le dépassement, les 3 000 qui vont rester, là clairement... Okay. Et tu sais, on parlait dans un autre épisode des banques. Au niveau des banques, on te demande ton profil de risque aussi. Tu vas être agressif ou très, très light, très, très léger. Il y a ce même profil de risque en matière de dirigeants d'entreprise. Certains dirigeants vont vouloir des choses complètement sécuritaires, mais alors ils vont payer justement un max d'impôts. Et ma foi, plus tu paies d'impôts, plus tu paies de cotisations sociales, et moins tu as de chances de voir les problèmes arriver. Et d'autres vont vouloir de l'optimisation. Ça va passer par parfois certains excès, des produits qui sont un peu plus limites. On a parlé des droits d'auteur. Il y a un risque fiscal de mise en cause, les stock options, ce genre de choses. Il y a énormément d'éléments pour panacher, en fait, mais tout va être aussi question du profil du dirigeant.
Est-ce que de son côté aventurier quelque part ou pas? Ce que je vous propose, c'est de continuer le débat en commentaire. Notez comment vous, justement, vous rémunérez, avec quoi vous avez joué, quels sont les leviers que vous avez activés, quels sont les avantages en toute nature que vous avez. Et j'imagine que si tout le monde joue le jeu, à la fin, on aura le Wikipédia de la rémunération de dirigeants en dessous de cette vidéo. On peut l'espérer. Tout à fait. Vous irez mettre 2-3 choses en commentaire de la vidéo? Certainement. J'irai vérifier. Jordan, t'es là à chaque épisode, donc j'irai vérifier. Très bien. Il y aura une pénition et un gage au prochain si t'as pas été faire ton taf. Rémi, merci pour cette première. Et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas, on est en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Les meilleurs moments sur les réseaux sociaux. On mettra tous les liens en commentaire. Vous voulez des infos sur nos invités, ils seront aussi en commentaire de la chaîne YouTube. Partagez par les entours de vous. C'est le début de l'aventure. On espère vous conseiller au mieux et tenir très longtemps. Pensez à ma rémunération de dirigeant. Passez une excellente journée et à bientôt les amis. À très vite. Ciao, ciao.